Merci Philippe, merci à vous tous. Alors, écoutez, je pense que j'ai tout dit sur Foucault et Nietzsche dans ma situation. Donc, je ne vais pas élaborer, je vais plutôt faire une provocation. Peut-être pour faire suite un peu à l'inspiration de Niki dans sa présentation et dans ses engagements. Et j'aimerais présenter un peu ça sous le signe, je pense, ou sous la marque, Horatio, tu me diras, de cette injonction de Foucault que Guillaume Leblanc avait aussi souligné ce matin, ce passage dans Structuralisme et l'entretien, 78, de ne pas traiter par-dessus la jambe, quel est le maximum d'intensité philosophique et quels sont les effets philosophiques actuels qu'on peut tirer de ces textes, right? Quels sont les effets philosophiques actuels qu'on peut tirer de ces textes? Voilà ce qui était pour moi le défi de Nietzsche, et je dirais que voilà ce qu'est pour moi le défi de Foucault. Les effets philosophiques actuels. Alors, la première bombe atomique, surnommée Little Boy, explose au-dessus de la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. Et avec elle, un savoir-faire qui transformera le monde entier. Les relations internationales, la géopolitique. La décision du président américain, Harry Truman, d'utiliser l'arme nucléaire contre des civils après le rejet d'un ultimatum adressé au Japon marquera notre entrée collective dans une nouvelle ère humaine. Moins de 4 ans plus tard, le physicien J. Robert Oppenheimer, qui avait dirigé l'invention de cette arme à Los Alamos, publie un célèbre article dans les pages de The Atlantic. Depuis longtemps, il avait compris les risques, les dangers, les périls de ce savoir-faire. Un savoir-faire qui, tombant entre de mauvaises mains, pourrait mettre fin à la vie humaine sur Terre. Oppenheimer avait bien conscience de la portée. Il en était hanté depuis le tout début du Project Manhattan. Il en était hanté même avant, à l'idée même de la possibilité de ce savoir-faire. Alors, dans son article, The Open Mind, Oppenheimer s'appliquera à convaincre ses concitoyens à comment limiter les périls de cette connaissance nucléaire. If there is hope, il écrit, s'il existe un espoir, ce que nous aurons à mobiliser, il dit, c'est la nature même de l'homme. Oppenheimer avait bel et bien déclenché un savoir-faire redoutable, meurtrier, mortel. Comment allons-nous faire les héritiers de ces connaissances pour vivre dans l'ombre de cette réalité, d'éviter de périr de cette connaissance absolue? Périr par la connaissance absolue pourrait même faire partie du fondement de l'être. Phrase qui veut bien dire des choses, nous dit Foucault. Petite phrase, bien sûr, qui traversera toute la pensée de Foucault, depuis ses écrits de jeunesse sur Nietzsche, un très beau petit texte, début des années 1950, au cours à l'ENS, en octobre 1953, au cours de 1954-55, sur la question anthropologique, qu'Ariane édité, sa contribution Nietzsche-Freud-Marx au colloque de Royaumont, dont on parle beaucoup aujourd'hui, 64,
Son grand livre sur les signes en 1966 aussi, jusqu'à l'hypothèse périlleuse, je crois, du courage de la vérité, à la fin, quand cette hypothèse est vraiment périlleuse. Alors oui, l'avènement, la naissance, l'invention de la connaissance absolue, d'une connaissance absolue, est la condition de possibilité de ce périr dont écrivait Foucault. Pour nous, les héritiers de Oppenheimer, pour nous, les héritiers de cet autre savoir tout aussi périlleux, il me semble, cet autre savoir qui est l'invention de la vérité. Nous sommes les héritiers, les gardiens aussi de cette autre invention, qui est elle aussi une arme si puissante, dangereuse, nucléaire, une force, une puissance, un secret. C'est un bouleversement, bien sûr, qui commence avec Nietzsche, comme un tremblement de terre, je dirais. Dans quel coin perdu de cet univers, hein? Et que Foucault va déplier de couche à couche, transformer, critiquer et surpasser. Oui, tout à fait. Frédéric, il répond à cette provocation nietzschéenne et qui va nous rendre, nous, aujourd'hui, responsables. Nous avons donc aujourd'hui la responsabilité de cette invention, de ce danger que Foucault a mis à nu. Nu et donc entièrement périlleux. Car avec Nietzsche, au moins, on savait où on allait, peut-être. Du moins certains d'entre nous, ou les choisis, bien, ceux qui suivaient Zarathustra, ils savaient où ils allaient. Mais enfin, nous aussi, je pense, on savait où on allait avec Nietzsche. Parce que pour Nietzsche, la vérité était une invention, oui, mais une arme avec une destination, une direction, une norme, notamment la vie, la vitalité, la santé, n'est-ce pas? Il y avait cette notion de c'était pour la vie, comme il nous disait dans les considérations inactuelles. Hein. C'était pour vivre et pour agir, non pas pour embellir une vie égoïste et des actions lâches et mauvaises, mais pour servir la vie, il écrivait. Et nous connaissons bien cette obsession d'un Nietzsche de plus en plus malade pour la santé, cette ambition de Zarathustra de vivre pleinement. Pour Nietzsche, l'invention de la vérité servirait la vie et la vitalité, cela donnerait une mesure, une direction, une norme à suivre, une norme pour nous guider. En ce qui concerne cette dangereuse volonté de puissance de la vérité. Mais Foucault, en se confrontant à cette invention de la vérité, la dénue de l'ambition vitaliste de Nietzsche. On retrouve bien tout le développement de Vincennes à Buffalo, à McGill. Vous en avez parlé, Eric. Je mettrais ça aussi sous votre signe. On n'en a pas pris la mesure ou la démesure de cette période, mais on voit bien ce développement du vouloir savoir, où ça commence, à l'émergence de la connaissance, à l'invention de la connaissance, à la fable de la vérité, à cette fable, Niki, que tu as développée, l'histoire de la vérité, sans vérité, à la naissance de la vérité, à la volonté de vérité, à l'invention de la vérité, avec le retard de la vérité que tu apprécies tellement, Frédéric, l'événement de la vérité, enfin la fin de la vérité et la destruction de la vérité et sa disparition. Mais tout ceci est accompagné d'une critique de Nietzsche, comme de Heidegger, comme une critique de Binswanger aussi, dès qu'apparaît une mesure, une direction, une norme, que ce soit la vie ou la santé chez Nietzsche, que ce soit le souci chez Heidegger, que ce soit l'amour chez Binswanger, Foucault les critique tous comme retour à la mythologie ou à la métaphysique, et on entend très bien dans sa critique de Binswanger, dans Binswanger et l'analyse existentielle.
n'est-ce pas? Binswanger, il s'était trompé en transformant le souci de Heidegger en amour, puisqu'il avait, il avait donné il avait retrouvé en fait un universel qu'il faudrait passer plutôt par l'histoire. Et donc, avec Foucault, on fait face finalement à un secret périlleux, dangereux, nucléaire, de l'invention de la vérité qui ne sert aucun maître. Et donc pour nous, les héritiers et les gardiens de cette invention, il faut que nous nous posions aussi la question de Robert Oppenheimer. Comment éviter que ça tombe dans de mauvaises mains? Ce n'est pas un simple hasard que Nietzsche soit approprié par les nazis, par les fascistes, par Heidegger quand il entre au parti nazi, ou aussi qu'il soit approprié par Georges Bataille, Jean Val, Pierre Klossowski, André Masson et les penseurs autour de la revue Acéphale, comme le philosophe antifasciste par excellence, le plus antifasciste. Ce n'est pas par hasard car il nous avait éclairé le premier de cette idée si puissante et périlleuse, et pourtant, lui, il nous offrait une norme, pas suffisante, bien sûr, pour éviter ce besoin de se distancier de Nietzsche, dans des livres avec des titres comme « Pourquoi nous ne sommes pas Nietzschéens » ou bien « Anti-Nietzsche » de Malcolm Bull et d'autres, n'est-ce pas? Bien qu'il nous avait, lui, donné une mesure, c'était pas assez suffisant pour toutes ces attaques, pour toutes ces anti-Nietzsche. Mais ce phénomène, il s'élargirait, il s'accentuerait peut-être avec Foucault. Vous avez souvent rencontré ce phénomène, j'imagine, non? De première main, des collègues, des intellectuels brillants, accomplis, établis, bien établis, au sommet de l'académie ou au sommet de leur carrière, qui expriment une hantise, une haine presque irrationnelle de Foucault, n'est-ce pas? Un rejet total. Invoquer Michel Foucault dans certains endroits, citer Foucault, parler de Foucault, les met dans tous leurs états. Je pense à des conversations ou des échanges ou des non-lieux dans ces dernières années avec des penseurs accomplis, comme pour moi l'historien James Whitman, ou mon collègue à Columbia, John Elster, ou bien un grand penseur comme Pierre Manant, pour qui le nom de Foucault fait redresser vraiment. On pourrait continuer les noms, non? Foucault est le philosophe maudit, comme Foucault avait dit de Nietzsche dans l'introduction générale chez Gallimard. Maudit plus encore peut-être que Nietzsche. C'est le mal incarné. Selon le philosophe Daniel Dennett, ce que Foucault a fait, Foucault et les postmodernes, was truly evil. They are responsible for the intellectual fad that made it respectable to be cynical about truth and facts. Right? Ils sont responsables pour le phénomène Trump. Et pourquoi vous vous demandez? C'est précisément à cause de cette découverte la plus dangereuse et la plus puissante. L'invention, l'émergence et l'invention de la vérité. Découverte aussi dangereuse, il me semble, de sa manière que le Little Boy de Oppenheimer. Car elle crée le danger de l'irrationnel, le danger de la contingence, le danger de la déraison. Et il n'est pas facile, il n'est pas possible de simplement le nier. Dans ces moments de transparence, Foucault, bien sûr, il l'avouait pleinement, n'est-ce pas?
Mes livres sont des fictions. C'est dur, ça. Vous vous rappelez bien de cet entretien, en fait, c'est le même. Foucault reconnaît bien que ces livres ne sont que des fictions. On comprend bien ce qu'il voulait dire, bien évidemment. Ces livres sont remplis de faits empiriques, historiques. Bien sûr, c'est de l'histoire, c'est de l'archive. On peut vérifier tout ça. C'est rempli de faits historiques, de citations, de discours provenant d'autres livres, de tracts, de débats qui peuvent être fact-checked contre les sources, bien sûr, bien évidemment. Ce ne sont pas des fake facts ou des fake news, mais des faits. Mais précisément, puisqu'on peut facilement les vérifier. Et c'est pas la chose, c'est pas les choses qui comptent. C'est pas les choses qui sont les plus importantes. C'est pas l'important. C'est même pas intéressant. Ce qui compte, c'est les interprétations de ces faits vérifiables. Car ce qui compte, c'est l'expérience de cette interprétation qui fonctionne ou pas sur nous, le lecteur. Il était très clair là-dessus, dans ces moments d'aveu. Le problème de la vérité, il dit dans cet entretien, de ce que je dis est pour moi un problème très difficile et même le problème central. C'est la question à laquelle jusqu'à présent je n'ai jamais répondu. C'est en 1978 ça. À la fois, j'utilise les méthodes les plus classiques, la démonstration, ou en tout cas la preuve en matière historique, le renvoi à des textes, à des références, à des autorités, à la mise en rapport des idées et des faits, une proposition de schéma d'intelligibilité, etc. Et rien d'original de ce point de vue. Ce que je dis dans mes livres peut être vérifié ou infirmé, comme pour n'importe quel autre livre d'histoire. Malgré cela, on me dit toujours, oui, au fond, ce que vous faites, c'est de la fiction. J'en reviens bien sûr. Il n'est pas question que ce soit autre chose que des fictions. Parce que c'était une expérience qu'il créait avec ces faits, n'est-ce pas? Et cette archive et cette histoire. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. On ne pourrait pas dire ça aujourd'hui. On n'oserait pas dire ça dans une ère post-truth. Right? Dans une période politique où l'extrême droite néofasciste a bien compris que l'on se bat sur le territoire de la vérité, où les médias sociaux s'appellent truth social, n'est-ce pas? On peut pas dire que ce qu'on est en train de dire, c'est de la fiction. En même temps, on ne peut pas simplement faire rentrer le génie dans sa lampe. Bien sûr, on peut se trahir, on peut battre la retraite, prétendre modérer la position de Foucault ou se modérer soi-même. Peut-être que Foucault n'était pas tellement différent que les pragmatistes américains, qui eux ne sont pas tellement dangereux, en fait, n'est-ce pas? On parlera de ça à tout moment. Que dit Richard Rorty de la volonté, enfin, dans son dernier livre, Pragmatism as Anti-Authoritarianism, son dernier livre publié posthume, presque perdu, posthume en 2021. I take the appropriate pragmatist attitude towards truth to be: it is no more necessary to have a philosophical theory about the nature of truth, the meaning of the word truth, than it is to have one about the nature of danger or the meaning of the word danger. En d'autres mots, we pragmatists, who think that beliefs are habits of action rather than attempts to correspond to reality, see the cautionary use of the word true as flagging a special sort of danger. We use it to remind ourselves that people in different circumstances, people facing future audiences, may not be able to justify the belief which they have triumphantly justified to all the audience we have and they have encountered, we have encountered. Donc, c'est une précaution.
Mais c'est pas ça l'invention de la vérité. Ça, c'est l'invention de la vérité, ça implique tout ce dont tu as parlé, Eric. C'est tous les jeux de force, les retournements, les déguisements, la violence, le hasard, la domination. C'est les systèmes aléatoires divers. On les a là, page 74, 75 de Nietzsche. Les systèmes aléatoires divers qui sont autant de formes de domination, n'est-ce pas? C'est radical. C'est radical parce que ça donne naissance à la lutte. Donc, sauf si on veut mentir ou renier cette idée un peu nucléaire, on a deux options. Et c'est les mêmes que Robert Oppenheimer avait bel et bien reconnues. Il y a l'option du secret et de la lutte, la guerre dissimulée, ou l'option de forme de transparence et d'effort de coopération, il nous dit. Alors c'est Oppenheimer qui explique ça. Le premier, c'est « the practices of secrecy and of force ». Ça veut dire quoi? On garde secret notre savoir-faire nucléaire, on n'en parle pas de haute voix, on joue les jeux de la force. Bon. Le deuxième, c'est ce qu'il appelle « practices of openness and of peace ». Openness, in the first instance, with regard to technical problems and to the actual undertakings underway in various parts of the world, as the one single essential precondition for a measure of security in the atomic age. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, ces deux options? Secrecy and struggle. Secrecy and struggle, c'est on masque cette émergence, cette invention de la vérité. On n'en parle plus tellement. On camouflage, particulièrement dans les débats politiques contemporains. On continue à interpréter mieux que les autres. On essaye, enfin c'est ça l'idée, c'est d'avoir des interprétations qui convainquent plus que les autres, mais on essaye de le faire sans en parler, sans confrontation, sans Mais comment est-ce qu'on fait ça quand on n'a pas de métrique, de mesure ou de direction, quand on a renié cette idée de faire ça pour la vie ou pour l'amour, ou dans une certaine direction où on sait où on va? Eh bien, je pense que là, pour Foucault, par exemple, c'était le choix de ces objets. C'était le choix d'objets. L'asile, la folie, le délinquant, la prison, les hommes et les femmes infâmes, les anormaux, les questions de sexualité, qui clairement, par le choix de ces objets, donnaient une certaine orientation à son travail et donnaient une certaine normativité à son travail. C'est bien qu'il le disait bien dans cet entretien, c'était les choses qui le prenaient. C'est ça qui le prenait. La prison, la sexualité, les questions de sexualité, la mort, il nous disait. Donc, on masque toute cette invention, cette émergence, ces conflits, et on le fait en poursuivant des objets qui, en eux-mêmes, sans même nécessairement avoir une norme ou une direction, une orientation, oriente notre travail et nos arguments. Ou bien l'autre stratégie, ce serait la transparence et des formes de coopération. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il faut expliquer la différence entre, par exemple, les faits et la fiction. Qu'est-ce qu'on entend par fait? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? On s'attarde plus peut-être sur les faits, en ce qui concerne aujourd'hui peut-être les vaccins, le changement climatique,
sachant bien sûr que ce qui compte, c'est les interprétations, mais d'essayer de faire ces distinctions, de préciser, de souligner l'importance des faits dans le moment d'interprétation. Donc, on ne se replie pas en fait sur la vérité, car on comprend très bien que c'est délicat, n'est-ce pas? On n'essaye pas de... Enfin, c'est les autres qui se replient sur la vérité, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Mais on essaye de faire ces distinctions plus que jamais. On parle plus du contenu vérifiable des propos. Parce qu'on reconnaît que l'invention de la vérité est notre héritance, notre responsabilité, et qu'en fait, il faut l'avouer, dire vrai. Alors je pense que Foucault avait choisi le second chemin, et je l'entends particulièrement dans ce passage, Eric, que tu avais bien souligné à la page 75 sur notre tâche d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Par là se dessine ce qui est notre tâche d'aujourd'hui, la conclusion à Vincennes. Articuler l'une sur l'autre une épistémée de l'aléatoire, du probable, de l'improbable, du hasard et du jeu. Une analyse, une critique, une remise en question des formes de domination. C'est d'avouer cette vérité, enfin, c'est l'invention, mais de la pousser dans une certaine direction et de remettre en cause les formes de domination. Right? Je crois que c'était la même résolution, en fait, que Robert Oppenheimer proposait, lui aussi. Bon. Mais moi, je ne suis pas là pour donner conseil, certainement. Nous vivons dans une période dangereuse, je dirais, et je laisse à vous les choix stratégiques de comment répondre avec cette connaissance nucléaire. Mais une chose est certaine, je pense que nous ne pouvons pas battre retraite sur ce qui est le plus fondamental et cataclysmique aujourd'hui, qui est cette bombe atomique qu'est l'idée de l'émergence et l'invention de la vérité. Bon, je vous remercie.